voudrais, Monsieur le Président, encore vous remercier toujours pour avoir pensé à moi toujours. Donc je disais, comme nous connaissons sur le fondement de l'article 126 du statut de Rome, comment le traité entre en vigueur, il fallait 60 ratifications, etc. Il fallait, ou il faut d'ailleurs, que nous revenions dans le cadre du droit national interne, déterminer ou présenter comment un traité ou accords internationaux entre en vigueur dans notre pays, dans notre droit positif. Là, la question est réglée par la Constitution. Je disais la Constitution de 1990. Je ne lis pas l'article pour nous épargner. En substance, le texte prévoit que, une fois que le traité est signé, ratifié et publié, il entre dans le cadre du droit interne. C'est fini. Donc c'est réglé. Le second texte qui règle l'entrée en vigueur des instruments juridiques internationaux, c'est le Code civil, en son article 9, et qui a défini, qui a posé la hiérarchie des normes jusqu'à arriver à la décision régionale. C'est le Code civil de 1983. Et le législateur de 2019, en adoptant le Code civil du 4 juillet de la même année, c'est le même article, mais en son alinéa 6, qui prévoit la hiérarchie des normes. Et quand on vérifie, on contrôle, on voit que les traités sont au-dessus, en haut, alors, pour le citoyen ordinaire, des lois ordinaires. Donc, le statut de Rome est au-dessus du code pénal, quel que soit le code. Donc, la question d'entrer en vigueur, elle est réglée. Ce qui fait que les constitutions qui se sont suivies, qui ont été adoptées, la constitution de 2010, de 2020, ont adopté la même position. La même position. Mais ce n'est pas ça que j'ai visé. Mais il faut rappeler, c'est l'histoire de notre droit. Et récemment, avec la charte de la transition, nous sommes dans la transition, du 27 septembre 2021, c'est encore la même position. Vous savez, quand il y a coup d'État, comme nous l'avons connu toujours, souhaitons que ça s'arrête maintenant. Les militaires, il y a des textes qu'ils ne touchent pas, ils n'ont jamais touché au code civil, ils n'ont jamais touché au code pénal, ils suspendent la Constitution. Mais nous, nous vivons. Le CMRN a suspendu la Constitution pendant 7 ans, mais nous avons vécu, on a travaillé. Donc les lois de fond ordinaires, communs, demeurent et restent, sont applicables. Mais quand même, dans le cadre du droit international, la charte qui commande tous les traités, c'est la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qui définit comment les traités entrent en vigueur. En son article 110, alinéa 3, en son article 110, alinéa 3,
en le lisant, ça devient redondant. Également, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986, en son article 63 alinéa 3, c'est la même position. Et même en matière commerciale, le traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique du 13 octobre 1983, en son article 52, alinéa 2. Là, je vais lire, il n'est pas là. Citation. Le présent traité est soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. L'OHADA, c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, c'est ça le fondement de la ratification. Au côté, l'article 9 du Code civil. Donc voilà, Monsieur le Président, expliquer de l'adoption à l'entrée en vigueur. On répliquera, on le sait, en disant, ce n'était pas internalisé, ce n'était pas inséré dans le code pénal. Nous allons l'entendre, je le sais, c'est pourquoi il faut répliquer avant. Alors, quelle est la base légale? Le texte de loi, ça peut être loi ordinaire, un décret, qui dit qu'il faut que le texte soit inséré dans le droit national pour qu'il soit applicable. Jusqu'à présent, je cherche. J'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'apprendre. À mon entendement, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de traités et accords internationaux qui sont entrés en vigueur en Guinée sans qu'on insère dans le droit national. Alors, dans quel texte national on a inséré le cas des réfugiés? Dans quel texte? Moi, je ne connais pas. Nous avons reçu des réfugiés libériens, léonais ici. Ils étaient pleins à la belle vie au rond-point. Il y en a qui sont restés, qui sont mariés. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pour dire internationalisation, insertion. Ça, je mets ça entre guillemets. Parce que ici, c'est le droit positif. Il faut utiliser le droit. À défaut, on est dans le néant et nous ne devons pas être dans le néant avec ces crimes aussi graves. Nous ne devons pas être dans ça avec leur liberté aussi. On ne doit pas jouer, moi personnellement. Voilà la question d'entrée en vigueur du traité. Maintenant, la question qui suit, c'est du bien fondé de la requalification de crimes ordinaires en crimes contre l'humanité. Je voudrais ici expliquer comment le tribunal, s'il souhaite requalifier, moi, à mon avis, c'est des moyens de droit, voire des moyens de fait, qui permettent au tribunal de requalifier ça de crime ordinaire en crime contre l'humanité. C'est impossible, Monsieur le Président.
Nous savons tous, et c'est bien constant dans ce dossier, que ce n'est que 7 ans après les faits qu'on a adopté le nouveau code pénal qu'on veut, n'est-ce pas, faire rétroagir dans cette procédure. C'est du vrai Ronaldo dans le droit. C'est faire le vrai messie dans la procédure pénale en pensant qu'on peut renverser la pyramide, on peut faire fi aux considérations scientifiques qui doivent guider la conduite de tout le monde ici pour faire porter la responsabilité des crimes à un homme qui ne mérite pas. Monsieur le Président, je l'ai rappelé ici, quand la question a été posée, pour dire à nos voisins d'en face que le code pénal du 26 octobre 2016 est une loi de fond. Ce n'est pas une loi de procédure. Maître Lanciné Sylla, mon brillant et talentueux professeur du cours de procédure pénale, me l'a enseigné. Les lois de procédure sont d'application immédiate, mais les lois de fond ne sauraient rétroagir. Ils ont reçu les mêmes cours de droit. Ils enseignent d'ailleurs les mêmes cours de droit. Mais puisque c'est le procès des événements du 28 septembre, il faut trahir ce qu'on a l'habitude d'enseigner aux étudiants pour créer un droit pénal spécialement pour ce procès. Monsieur le Président, dans ce dossier, il est important de rappeler qu'on ne doit pas faire le tailleur. Lors du procès de Ahmed Kanté, procès au cours duquel j'ai découvert Maître Dina Sampil dans son élégance, dans son art oratoire, il a rappelé Maître Abdoulaye Wade, qui a été un de leurs formateurs à Cheikh Anta Diop, qui, pendant la dernière année de fac, leur a dit que vous serez catégorisés en 2 groupes. Un groupe sera constitué des juristes tailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui interprètent la loi ou l'appliquent en fonction des justiciables ou ceux qui leur font face, et les juristes purs qui font application de la loi à travers la science, à travers les règles objectives, à travers les principes, qui ne tiennent pas compte de la couleur, de la tête ou de l'appartenance communautariste ou quoi que ce soit, de la personne ou du justiciable en face. Il reste scientifique. Dans ce dossier, nous avons affaire avec des tailleurs. Du côté des partis civils, on taille sur mesure. Du côté du ministère public, on est en train de tailler le droit pénal sur mesure, Monsieur le Président. Et je pense que le tribunal ne succombera pas à ces pièges. Monsieur le Président, l'article 6 du Code pénal, loi de fond, vous dit ceci. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. C'est le code qu'ils sont en train d'évoquer qui parle comme ça. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de juge jugé lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici, on nous enseigne dans le code pénal que les infractions qui n'étaient pas en vigueur à son entrée en vigueur
ne peuvent pas, n'est-ce pas, être poursuivis sur la base de ce code. Mais on vous dit en même temps que si la loi nouvelle a prévu des peines douces, on peut, n'est-ce pas, appliquer la nouvelle loi. Mais ce n'est pas dans le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce. On vous parle ici de responsabilité de commandement, de supérieur hiérarchique ou chef militaire, de crimes contre l'humanité. Est-ce que ces infractions étaient incriminées dans la loi du 31 décembre 1998, l'ancien code pénal? Non. J'ai entendu ici le procureur Sidiki, dans ses œuvres, en train de vous dire qu'au nom de ce principe, on peut invoquer l'application du nouveau code pénal. Nous n'en voulons pas, monsieur le procureur. L'article 7 du même code ajoute ceci. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Sont applicables immédiatement. Les exceptions. Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Nous n'avons pas affaire avec une loi de compétence ou d'organisation judiciaire quand on parle de crimes contre l'humanité ou de responsabilité de commandement. Non. Les lois fixant les modalités et les formes de poursuite, ce n'est pas non plus le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous savons quand même, à l'entame de cette procédure, ou bien avant, à l'initiative du garde des Sceaux, plusieurs lois ont été votées dans le cadre du jugement de cette affaire. Mais nulle part, on a consacré une norme qui fait échec à l'application du principe de l'égalité des délits et des peines. Monsieur le Président, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle incrimination, fût-elle imprescriptible, ne permet pas de poursuivre de manière rétroactive sur la base du Code pénal de 2016 les faits commis 7 ans auparavant. Ce n'est pas possible. En clair, et je l'ai dit, je le réitère, les infractions réclamées par le ministère public n'étant pas incriminées à l'époque des faits, cette demande de requalification doit être purement et simplement rejetée. Monsieur le Président, à ce propos, même si on veut se moquer de ces grands magistrats qui ont dit le droit et qui sont à respecter, l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par cette grande dame de la justice, Madame Irène Marie Adjimalis. Cet arrêt nous a enseigné ceci. Je cite. La requalification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de l'égalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 et 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Vous le verrez à la page 12 de cet arrêt. Monsieur le Président,